Let Neptune strike ye dead, Winslow! Hark! Hark! Triton! Hark! Hello! Bid our father, the Sea King, rise from the depths full foul in his fury. Black waves teeming with salt foam to smother this young mouth with pungent slime. To choke ye, engorging your organs till ye turn blue and bloated with bilge and brine and can scream no more. Only when he, crowned in cockle shells, with slithering tentacled tail and steaming beard, take up his fell befinned arm. His coral-tined trident screeches banshee-like in the tempest and plunges right through your gullet, bursting ye, a bulging bladder no more, but a blasted bloody film now, a nothing for the harpies and the souls of dead sailors to peck and claw and feed upon, only to be lapped up and swallowed by the infinite waters of the dread emperor himself. Forgotten to any man, to any time, forgotten to any god or devil, forgotten even to the sea. For any stuff or part of Winslow, even any scantling of your soul, is Winslow no more, but is now itself the sea. All right, have it your way. I like to cook it. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules of bubble mice. Yeah. Salut kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 12, épisode 19. Émission violence et psychotisme pour partir sur une bonne lancée en 2020, année pendant laquelle nous continuerons à chanter la même mélodie et où la lumière du phare d'Alexandrie fera naufrager les papillons de notre jeunesse. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma Quel est mieux que les autres. Et au programme ce soir, vous l'aurez peut-être compris via cette introduction sibylline, nous parlerons de The Lighthouse, nouveau long métrage de Robert Eggers, sorti au milieu du mois de décembre chez nous. Et enfin, nous parlerons d'une sortie DVD et Blu-ray par Artus Film, Sunday in the Country de John Trent avec Ernest Borgnine en redneck bouseux. Et pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest, il y a le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Il y a Carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Il y a Maîtresse Carla. Bonsoir Carla. Bonsoir. Et il y a donc de retour comme la semaine dernière, mais ne vous habituez pas trop à sa présence, hein, ça ne va pas durer, donc c'est le docteur Massuet. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir. À la mise en son de cette émission, bien évidemment, il y a Gal. Bonsoir mon cher. Bonsoir. Donc voilà, c'était les forces en présence. Toujours rien à nous vendre, Jean-Baptiste? Toujours rien. Toujours rien, incroyable. Habituez-vous. C'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Voilà. Mais si nous sommes encore là, bien sûr, nous vous inviterons avec grand plaisir pour parler de vos futures grandes publications qui changeront la phase de la recherche, car je le rappelle, pour un membre de cette émission intérimaire aussi, Jean-Baptiste est le jeune chercheur le plus prometteur de France. Après, il a dit ça il y a quelques années, donc Jean-Baptiste est plus si jeune que ça. Malgré les exploits que certains l'ont vu faire ce week-end, on se demande encore s'il n'a pas finalement encore 22 ans. Et oui. C'était impressionnant, mon cher. On est à mi-chemin entre le compliment et la vacherie quand même. C'est difficile à répondre. C'est tout un style.
Donc avant de passer à la section critique de cette émission, les agendas, il n'y a pas grand chose. Le tambour ne reprend que la semaine prochaine, si je ne m'abuse, mon cher Jean-Baptiste, parce que C'est bien ça. puisque c'est Oui. vous qui dirigez cet atelier avec grand plaisir. On peut quand même le dire, un changement de programme de dernière minute, puisque un film qu'on devait diffuser a finalement été annulé par Interfilm, ce qui fait que nous devions passer l'ascension de Larisa Shepitko. Et nous allons en fait passer Fargo des frères Cohen à 18h. Donc voilà, pour tenir au courant de ce changement de séance, j'en profite. Ça convient à Erwan. Ouais. Mais nous en reparlerons la Ça me semaine va. prochaine. Et donc par contre, ça reprend à Cinémaniacs sur le campus d'Orénin avec Thelma et Louise de Ridley Scott. Bah oui, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Bon, je me pas moi, mais c'est Mais si. c'est- Ça serait un bon film du dimanche soir, ça aussi. Pourquoi Ouais, pas. Moi, j'aime pas trop ce thème-là, Héloïse. Ah, Vous sortez, monsieur. Dehors. Monsieur est en forme. Monsieur est en forme ce soir. Ce n'est pas les grosses têtes ici, monsieur. Même si je sais que tu fais la même taille que Philippe Bouvard, c'est pas une raison. Et section sortie nationale, donc il n'y a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent ce début d'année. Il y a le film Une belle équipe avec Kad Merad et Céline Salette qui donc va faire une équipe de foot féminin. Voilà, évidemment, ça va faire blague, petit proco, parce que bon, on sait tous que le foot, c'est pas pour les filles. C'est pas ce truc où sur l'affiche c'est marqué par le réalisateur de La Vache, ça fait hyper envie. Oui, je crois que c'est ça, ouais. La vache, c'était pas, ouais, c'était un truc avec ou Depardieu joué dedans. C'était pas terrible, hein, non plus. Non, quelle surprise. Je vous le cache pas. Sinon, donc, il y a un film collégial, un film presque choral, pourrait-on le dire, sur une thématique de notre époque qui va nous bouleverser, je le pense, ça s'appelle Selfie. Donc, c'est un genre de film à sketch où il y a notamment Blanche Gardin. Voilà. Sinon, il y a à peu près la 22e version, je pense, de The Grudge. Qui est encore parce que déjà les Japonais en avaient fait quoi, 5 ou 6 versions, les Américains 3 ou 4. Et là, qui réalise ça du coup? C'est produit par. C'est pas produit par Bloom, ça, c'est produit par. Non, c'est pas Blumhouse, je crois, mais c'est. Mais c'est produit par une boîte qui est spécialisée dans les remakes de films d'horreur. D'accord. Voilà. Donc voilà, si vous voulez encore. Sachant qu'il y a déjà un une remake énième- américain. Il y a déjà eu un remake américain par Shimizu, le réalisateur de l'original, qu'on a réalisé 2 ou 3, plus 2 pour la télé. Ça, Plus même la version américaine avait connu une suite, tout ça. Ah oui, parce qu'il y a le Grudge. Bref. À s'y perdre. Donc, Plus les jeux vidéo, enfin. Bon. Énième variation, donc ça c'est vrai. Et sinon, il y a le nouveau long métrage de Sam Mendes qui sera, je pense, principalement mis en scène par son chef opérateur, le grand Roger Deakins, donc 1917. Un film qui, comme vous l'avez habilement deviné, se déroule en 1917. En 1917, il y avait quoi? Il y avait la bagarre entre les gentils et les Allemands. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de plan séquence ou Si, le film apparemment est intégralement en plan séquence. Un plan séquence bidonné, bien évidemment, mais donc un plan séquence quand même. Voilà, si vous aimez les plans longs. D'ailleurs, dans la com, ils n'arrêtent pas de dire que c'est le premier film entièrement en plan séquence. Il y en a quand même eu quelques-uns avant. Ouais, un peu. Ouais. On nous a fait le même coup avec Birdman il y a 4 ans, par exemple. Alors qu'il y avait l'Arche russe avant. C'est comme Papillon, l'autre fois, je vous envoyais la photo de cette. C'est quoi, première fois adaptée à l'écran? Ouais, le remake de Papillon. Non, sérieux? Ouais. Oh là là. Ils ont le toupet d'écrire ça sur une jaquette de DVD. Ouais, le film avec Rami Malek et Charlie Hunnam, qui est donc un remake du film de Franklin Schaffner avec Steve McQueen et Dustin Hoffman, basé sur le bouquin de Henry Charrière. Donc voilà, la première adaptation à l'écran. Bah, la messe est dite, de Dustin Hoffman, Steve McQueen, de toute façon c'est bon. Et Thomas, en termes de film en plan séquence, on avait aussi ce film d'horreur qu'on avait été voir ensemble, The Silent House. La Casamuda. Casamuda. Ah oui, exactement. Qui était un peu décevant. C'était sympathique. Film argentin. C'était argentin, c'est ça. Film argentin, c'est ça. Tout d'Amérique du Sud. Mais ouais, en tout cas, sur les gens qui étaient présents dans la salle lors de cette séance, ça avait marché. On avait les oreilles et les yeux cachés. Moi, j'ai fait ce que je crois que je n'ai rien vu du film en fait. Non, toi, tu te bouches les oreilles. C'est ça. Moi, en général, je fais un split screen avec mes doigts. Il manque plus qu'un dernier pour se cacher la bouche et vous faites les trois. Oui, voilà, c'est ça. Bref, voilà, pareil, j'ai pas vu la moitié du film. En plus, la moitié était dans le noir, alors du coup, c'était compliqué quand même. Efficace. Bon. Peut-être à revoir, c'est pas terrible, mais en tout cas, ça a bien marché à l'époque, mais on était jeunes, c'est pour ça, Jean-Baptiste, on n'était pas encore hyper expérimenté. On va aussi parler de films qui se passent un peu dans la pénombre, mais avant, j'ai oublié une news, donc on en reparlera, mais dans le cadre des films du dimanche soir, avec les camarades du cinéma est mort, donc le 2 février, nous aurons le plaisir et la joie de vous présenter à vos cœurs de midinette Sur la route de Madison de Clint Eastwood. Donc voilà, ce sera le 2 février à 21h. Venez nombreux et nombreuses revoir cet énième chef-d'œuvre de Clint Eastwood. Et prenez votre boîte de mouchoirs. Voilà, prenez votre boîte de parce que mouchoirs. C'est triste. Oui, pour les gens qui aiment la pluie. Ah bah en ce moment c'est parfait, Thibaut, donc nickel, pile poil dans le thème. Il n'y avait pas le lac aux oies sauvages aussi dont il était question qu'on parle peut-être la semaine prochaine nous en parlerons, je pense, d'accord. voilà, mais ça n'a pas de no spoil. D'accord.
Donc on va passer à la session critique de cette émission et on va faire un petit tour du côté du phare, non pas d'Alexandrie mais d'un pays lointain qui s'appelle l'Écosse et où les gens deviennent un petit peu fous. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab et c'était Joe Strummer avec The Brooding Side of Madness, extrait de la bande originale du film Walker en 1987 avec Ed Harris, très bon film que je vous recommande par ailleurs. Et de Madness, il va en être question dans The Lighthouse, nouveau long métrage de Robert Eggers, son deuxième long métrage après The Witch qui était sorti en 2015 et qui nous avait tous ici beaucoup intéressés et enthousiasmés même, on peut le dire. Et son dernier film, donc The Lighthouse, était présenté hors compétition au dernier Festival de film de Cannes en 2019. Et donc de quoi que ça cause The Lighthouse? Eh bien c'est en 1890 dans un coin bizarre et reculé qui ressemble un peu à l'Écosse. Donc il y a 2 gardiens de phare qui vont prendre pour 1 mois normalement leur poste dans un phare isolé qui est meurtri par des éléments très très méchants. Et donc ces 2 gardiens, c'est le vieux de la vieille incarné par Willem Dafoe qui est là depuis plusieurs années lui à gérer ce phare, et un jeune rookie interprété par Robert Pattinson qui donc va l'accompagner. Et donc ça va être leur relation un petit peu à deux, à la fois leur travail dans le quotidien et leur session d'alcoolisation et de repas diverses et variés. Où donc le personnage de Robert Pattinson va se rendre compte quand même assez rapidement que le personnage de Willem Dafoe se comporte un peu comme un gros con, et donc de là il va avoir quelques tensions qui vont naître en plus d'éléments à caractère surnaturel ou fantastiques qui vont apparaître on va dire plus ou moins en vision au personnage de Robert Pattinson au fur et à mesure aussi de son éthylisme qui devient de plus en plus grandissant à base de gouttes étranges. Oui. Et donc Robert Eggers, comme je disais, on l'avait connu avec The Witch en 2015 qui était un film très stylisé, un film d'horreur qui était vraiment, je trouve, qui fonctionnait sur des effets d'épouvante et d'horrifique très efficaces, aussi sur un cadre assez particulier qui était, on va dire, les contes populaires de la Nouvelle-Angleterre. Voilà, c'est ça, plus les pilgrims un petit peu de la Nouvelle-Amérique, voilà, un caractère assez particulier qui avait un rythme aussi assez lent, qui était très esthétique sans forcément tomber dans un truc esthétisant qui serait rebutant. Au contraire, il était plus inspiré, on va dire, par une certaine forme de peinture par exemple, alors que là dans The Lighthouse il va convoquer d'autres influences, notamment celle de Edgar Allan Poe qui revient assez régulièrement, à la fois par l'usage de la langue que font les personnages, parce que c'est beaucoup de textes en vieil anglais, ou en tout cas avec à la fois un accent et une langue assez particulière qui donne, je trouve, une certaine force à la poésie du film dans les nombreuses scènes de dialogue qu'ont les persos de Willem Dafoe et de Robert Pattinson, et d'autres une certaine forme du cinéma muet, parce que le film est tourné en 1:33 et dans un noir et blanc absolument sublime, je trouve personnellement, et qui là nous convoquerait plus certaines formes donc du cinéma muet, notamment, même si c'est un peu facile, les films que Jean Epstein avait pu faire sur la dernière partie de sa carrière en Bretagne, comme Finistère par exemple. Et donc de ces 2 genres d'influence là, il en tire un film assez maniériste, mais qui, je trouve, évite la tentation de la pause, même si moi j'avais quand même un peu peur de ça au début du film, sur quelques plans où les personnages ont un peu trop tendance à se tenir droit en regardant l'horizon d'un air hyper concerné pour dire vraiment putain, c'est quand même un super beau plan, quoi. Et je trouve qu'au fur et à mesure du film, Robert Eggers arrive à éviter cet écueil-là pour livrer un film donc à la poésie qui vient de la langue, mais aussi de ses images, et surtout avec une montée en tension et une descente dans le fantastique que je trouve admirablement maîtrisée, et qui moi m'a totalement emporté, même si je sais que c'est pas le cas de tous autour de cette table, notamment d'un petit personnage qui est là juste pour apporter la contradiction. Donc est-ce qu'on apporte la contradiction tout de suite, ou alors est-ce qu'on veut continuer à faire l'éloge du film de Robert Eggers? Jean-Baptiste, faites l'éloge, faites-vous plaisir. Toi, Thibaut, je sais que mon cher, tu as été très très enthousiasmé par le film, ainsi que le docteur ici présent, donc messieurs, le clan des cheveux longs. T'as déjà dit pas mal de choses en fait, notamment on pourrait bien entendu convoquer la poésie des images, la poésie de la photographie, la poésie des éléments mis en image, la poésie de la langue, que je trouve assez admirable.
qui amène du coup, comme était The Witch, une beauté formelle absolument hallucinante. Mais il me semble que si on peut comparer deux films, et là peut-être Jean-Baptiste du coup se mettra un petit peu en porte-à-faux, c'est deux films de genre qui sont sortis en 2019, qui sont extrêmement bien maîtrisés formellement. C'est Midsommar de Ari Aster, pardon. Et donc ce film-ci, et autant dans Midsommar, je trouve qu'il n'en fait pas grand-chose en termes de propos sur la condition de ces personnages ou sur la relation sur le paganisme ou sur les relations toxiques ou sur la montée en puissance des sectes ou sur le mécanisme en fait d'oppression. Ici, Eggers me semble propose sa descente aux enfers ou sa descente hallucinée et hallucinante de manière totalement cohérente, et ce qui me plaît dans ce film notamment, c'est comment il peut rebondir avec The Witch. The Witch est un grand film politique sur comment en fait le mythe américain, comment les États-Unis sont construits sur des mythes et comment ces mythes en fait peuvent nous retravailler à l'époque c'est en 2015, 16. Ouais, 2015-16. Et ici c'est comme je disais à notre émission top parade, c'est qu'en fait c'est une nouvelle corde à son arc que nous fait Eggers. Alors il y a toujours cette volonté formaliste exceptionnel, le mec n'aime pas la médiocrité du plan et ça fait extrêmement plaisir à voir, mais en même temps de ça il exerce en fait, il pose un jalon dans la psychologie, enfin vraiment dans la plongée psychologique, et ça me plaît beaucoup de voir un cinéaste qui essaie de se construire une filmographie extrêmement cohérente, autant en termes formels, malgré bien entendu des différences, le noir et blanc, le format pour les plus évidentes, mais en même temps en termes thématiques où l'horreur, du moins le genre, parce que là c'est pas l'horreur, c'est vraiment le fantastique, le genre est convoqué de manière un petit peu plus différente. Voilà, c'est des subtilités qui font qu'en fait le mec trace sa route dans le cinéma de genre contemporain. Je trouve ça absolument, je trouve ce mec passionnant en fait. D'autant qu'en plus en termes de production, c'est un film qui a coûté très peu cher, ça coûtait 4 millions de dollars, et quand on voit la facture visuelle du film, c'est hallucinant. Et ceux qui ont le fait, parce qu'ils ont vraiment construit un phare qui éclairait à 35 km, puis Robert Pattinson et Willem Dafoe ont fait des concessions en termes de budget. C'est Willem Dafoe lui-même qui a appelé Eggers en disant ton film, The Witch, absolument incroyable, je bosse avec toi quand tu veux, et donc c'est grâce à lui que The Lighthouse a pu se monter. Et moi je trouve ça bien de voir dans le cadre du cinéma indépendant américain, avec vraiment un tout petit budget, qu'on arrive encore à avoir ce genre d'ambition formelle en tout cas. En plus le mec est non seulement a une ambition formelle indéniable, voire même complètement démesurée, et en plus c'est un putain de directeur d'acteur. Donc bien entendu Pattinson et Dafoe c'est facile de les diriger parce que ça reste quand même William tonton William c'est un monstre et puis Pattinson on a loué ses qualités d'acteur à maintes reprises. Ouais, mais Pattinson pour le coup s'il est pas bien dirigé il peut vraiment faire oui c'est ça, et là moi je trouve que ça roule quoi. De toute façon Pattinson a ce regard plus de Stars de Cronenberg où il était vraiment livré à lui-même, où là ça devenait carrément pénible mais il a ce regard ici qui scie très bien à la proposition de Eggers, donc c'est hyper bien. Après voilà, rien que le plan, on pourrait parler du design sonore, du montage sonore qui est absolument complètement dingue. On pourrait parler de ce putain de premier plan qui est d'une beauté. Les mots me manquent tellement. Convocation de Murnau, tu as parlé d'Epstein, on peut aussi convoquer Murnau bien entendu. C'est c'est un film qui me fait plaisir. Je trouve que c'est un film qui est difficile à prendre en compte parce qu'en fait derrière, je trouve qu'il est extrêmement riche derrière son apparente simplicité, et il est difficile pour moi d'y mettre des mots tellement j'ai été subjugué devant une telle beauté, devant une telle poésie. De là à dire que j'ai pris un syndrome de Stockholm, faut peut-être de Stendhal, pardon. T'es pris en otage. Ouais, pour le coup ça marche. Voilà, et du coup JB pourra rebondir là-dessus, mais voilà, j'ai été ébloui, j'ai pris un plaisir pas possible. Docteur. Voilà. Alors moi je vais faire je vous avais dit, t'as dit pas mal de choses. Alors moi moi j'avoue que le film je trouve que le film est assez fascinant. Même si en réfléchissant un petit peu, alors là je suis un petit peu entre deux eaux parce que je trouve quand même qu'il est moins tenu que The Witch sur le plan scénaristique notamment, et en même temps j'ai cette espèce de sentiment étrange que j'ai avec certains films, que c'est le genre de film qu'il faut laisser décanter, que c'est un film que non pas que les choses soient complexes ou que j'ai pas bien compris la première fois, mais que il y a
Il y a des partis pris qui sont, moi, qui m'ont vraiment étonné, notamment ce parti pris très littéraire, très théâtral. Moi, ça m'a vraiment étonné. Et qui, voilà, je suis un petit peu entre deux eaux. C'est-à-dire, pour l'instant, moi, je reste plutôt sur The Witch, personnellement. Mais je pense que ça sera intéressant de le revoir dans 6 mois, dans 1 an, et de revoir ce film, parce qu'il y a quand même des images, moi, qui m'ont... Et ça, je me fie à ça aussi, il y a quand même des images qui m'ont marqué. Et je trouve notamment... Alors moi, et plus je pense au film, et plus je me dis que c'est un hommage gigantesque à Shining. Le cadre en 1.33, le rapport au design sonore, la scène de la hache, bon, qui est sans doute la citation la plus évidente. Mais je trouve que derrière ça, il y a à mon avis quelque chose de très, non pas kubrickien, mais de très Shining-esque en fait, dans ce film-là. Même si à mon avis, il ne faut pas réduire le film à des influences, parce qu'il y a des influences Hitchcock et aux oiseaux aussi, avec des mouettes un peu hostiles, comme qui dirait, mais tout bon finistérien que je suis, je sais que les mouettes sont des sales bêtes. Oui. Donc moi je sais, moi les mouettes, ça me, voilà, quand je vois moi j'y ai cru tout de suite aux mouettes, tu vois, c'est con, hein, mais je me suis dit, mais ouais, mais t'as raison de te méfier, Robert. Les mouettes, c'est des salopes, et franchement, il faut leur péter la gueule, les mouettes, parce que c'est de la saloperie. Et pour le coup, il fait pas les choses à moitié. Et il fait pas les choses à moitié, avec justement une scène, voilà, une scène de pétage de mouettes, qui est performance. Et d'ailleurs, qui est un peu l'élément déclencheur de tout ce qui relève du mythe et du fantastique, côté mystique. Et alors moi, j'avoue que j'ai été séduit aussi, et je pense que peut-être que c'est ça aussi qui me fait pencher, du coup, qui fait que j'ai aussi aimé le film en dehors de sa photo et tout ça, c'est que moi j'adore cet univers de vieux loup de mer. Alors je sais pas pourquoi. Les mecs ont des pulls chalutiers et tout. Voilà, c'est ça. Et Willem Dafoe, moi, il y a cette scène de monologue là où il se lève et il maudit, il lance une malédiction sur Robert Pattinson. Et je trouve que là, le texte est tellement beau, quoi. Et Willem Dafoe fait ça tellement bien. Enfin, moi, je me sentais tout petit dans mon siège. D'ailleurs, j'avais l'impression que c'était à moi qui parlais. J'étais recroquevillé dans mon siège et je voyais Willem Dafoe qui maudissait la terre entière autour de lui. Je me disais, oh, putain, j'aimerais pas qu'il m'engueule, en fait, Willem Dafoe, parce qu'il fait méga peur quand même, quoi. Donc voilà, donc je plaisante un peu, mais moi, j'avoue que j'ai bien aimé le film, même si, effectivement, avec le recul, je suis peut-être un peu moins directement enthousiaste que je ne l'ai été à la première vision. Mais je pense que ça mériterait une deuxième vision. Carla. Là, je pense que du coup, je vais faire la transition. Voilà, c'est ça, c'est parfait. Ça découle, qui fait écho à celle Non, mais c'est prévu, tout est écrit dans cette émission. Non, j'avais bien vu comment t'avais calculé ton coup. Non, mais alors moi, j'ai trouvé vraiment le film plutôt intéressant et j'ai été vraiment saisie par la scène d'introduction et par ce premier plan. Et je pense que j'ai mis beaucoup dans ce premier plan et dans toute cette musicalité aussi qui en ressort et ce rythme des sons qui viennent s'entrechoquer comme ça et avec l'arrivée sur l'île que j'ai trouvé vraiment, je le redis, c'était saisissant, quoi. Et je pense que le film, au bout d'un moment, s'épuise un peu dans cette recherche formelle de cette expérience comme ça qui fait... qui à certains moments est très riche, comme tu disais, Thibaut, mais à des moments un peu vaine. J'ai trouvé que des mouvements de caméra opératiques étaient un peu artificiels à certains moments. Tu voudrais dire qu'on est plus dans un exercice de style, finalement. Et voilà, et en fait, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, alors ok, tout est peut-être dans la forme, et puis c'est vrai que les acteurs mènent très bien leur jeu, pour ça, il n'y a aucun souci. Mais à un moment donné, le fond de l'histoire qui relève à qu'est-ce qu'il y a en haut du phare, et finalement, en fait, c'est presque occulté par toute cette esthétique, en fait, ce qui rend un peu les choses artificielles. Et pourtant, j'étais un peu déçue, du coup. Mais j'ai trouvé que le film était extrêmement bien mené. En revanche, au niveau des noirs et blancs et des scènes en intérieur, surtout, que j'ai trouvé vraiment impressionnantes. Et puis le cadre en 1.33, moi je trouve donne un sentiment de super oppressant. Ah ouais, moi je me suis sentie un peu quand même oppressée. Et puis il y a ces plans. En fait, voilà, j'ai trouvé que le film est allé très vite et laissait très peu de respiration. Et malgré ces plans qui, je trouve, auraient pu être plus travaillés, plus approfondis, ces plans de mer comme ça, de mer agitée, quoi, qui reviennent seulement 2 fois, et pourtant ce qui crée un peu l'enfermement de ces 2 personnages et aussi l'engrenage de leur folie face au mythe de Prométhéeus. Mais non, le film, sinon, je trouve que ouais, il est peut-être passé à côté de certaines choses, quoi. C'est un peu dommage en ce qui relève du fond, parce que c'est vrai que moi j'aime bien Melville et tout, et pourtant le film il fait référence à la fin, bien que l'auteur, hein, pas le cinéaste. Comment ? L'auteur Melville, pas le cinéaste. Oui.
Herman, donc pas Jean-Pierre. Oui, Ouais. Jean-Pierre. Non, à la fin, il cite bien que certains passages ont été Inspirés ou basés voilà, sur de Moby Melville. Dick. Et j'ai trouvé que finalement, on était un peu trop dans la forme et pas assez dans le fond. Voilà. Monsieur Massuet. Moi, je vais descendre encore plus, mais je suis en fait, Go deeper. c'est assez amusant parce que je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit en fait, sauf que à des niveaux différents en fait. C'est-à-dire que sur la forme, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Le film est une tuerie monumentale. Ça, on peut pas le nier. Il y a une tenue visuelle et sonore qui est rarement atteinte, je trouve, dans le cinéma contemporain. Donc rien que pour ça, c'est vrai que j'étais quand même heureux de découvrir le film et de l'avoir vu. Mais malheureusement, et là je vais aller dans ta direction Carla, puisque c'est évidemment ce que j'ai ressenti aussi, c'est qu'au-delà de cette claque formelle, le film à mon sens ne propose pas grand-chose en termes de fond, justement à l'inverse de The Witch qui à mon sens est allé beaucoup plus loin. Oui, et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis sur le fait que c'est un grand film politique, The Witch. Oui, Derrière la sur le série B, fanatisme. derrière le film d'horreur, c'est vraiment une réflexion sur les États-Unis, sur la manière dont ils se sont constitués. Et je trouve que les artifices de série B qu'utilise Robert Eggers dans son premier film sont beaucoup plus efficaces et viennent beaucoup plus sous-tendre un discours que dans The Lighthouse, où il y a, encore une fois, des artifices de films de genre qui sont présents, mais qui sont beaucoup plus épars et qui font beaucoup moins sens par rapport à ce que le film raconte. Pour une raison simple, c'est qu'à mon sens, le film raconte pas grand-chose, mis à part une descente aux enfers, un personnage qui devient fou. Ok, mais au final, qu'est-ce que ça nous dit? C'est qui ces personnages? Quand on me construit le personnage de Pattinson et qu'on n'arrête pas de créer des espèces de fausses pistes en disant non, en fait, il a fait ça dans sa vie, non, en fait, il a menti, on sait pas. Le personnage de faux, non, on sait pas qui il est, il ment depuis le début, mais en fait, non, il a tenu un bateau, mais en fait, non. En fait, au bout d'une heure de film, je me dis, tu me racontes quoi? C'est quoi ton sujet, en fait? C'est quoi alors l'histoire? Tes personnages, c'est qui? C'est quoi ton... Quelle est ta thématique? Qu'est-ce que tu creuses? Ça dure. Et ça dure, c'est très très long. Oui, parce que le film est touffu, comme il fait 1h50 bien tapé. C'est ça, c'est un petit peu trop long. Et puis, en fait, le truc, c'est que ce qu'il propose au début, notamment en termes de mystère, en termes justement de cinéma de genre, c'est tellement d'un niveau tellement extraordinaire que forcément la douche est extrêmement froide par la suite. Il y a toute la séquence avec la sirène qu'on n'a pas évoquée, qui est une des plus belles séquences pour moi de l'année dernière, où le personnage de Robert Pattinson descend dans la mer et va voir une sirène qui lui fonce dessus avec un plan qui est le plus beau du film et qui est pour un des plus beaux, encore une fois, de cette année. J'ai des frissons partout dans le décor. Je me dis, oh la vache, ça va être énorme! Si c'est ça pendant tout le film, ça va être énorme. Malheureusement, c'est une anomalie en fait, ce plan. Et quand on repense au final de The Witch, qui est un des finales les plus tétanisants que j'ai pu voir dans les années 2010, je ne l'ai pas mis dans mon top, mais j'aurais pu le mettre, hein, The Witch, vraiment. Et qui a un happy ending en plus. Qui a un happy ending, mais happy ending glauque, mais un happy ending. Extraordinaire en termes de tension et de force dramatique et visuelle. Et là, voilà, il y a un plan où il arrive à le faire, et puis après, le final est complètement déceptif. Enfin, décevant, il n'est même pas déceptif, parce que pour le coup, on avait lâché l'affaire depuis longtemps. Et c'est ça, c'est-à-dire que le plan, enfin, la révélation finale n'est qu'une... On s'aperçoit que tout le film n'est qu'une relecture du mythe de Prométhée et que ce n'est rien d'autre que ça, et qu'en plus il pousse le vice parce qu'il aurait pu s'arrêter à Pattinson qui ouvre le phare et oh voilà, il y a la lumière, c'est Lambert Wilson, la lumière. Il aurait pu se limiter à ça. Band 01, grand film également. Oui, c'est vrai qu'il aurait pu s'arrêter là. Il aurait pu ça aurait s'arrêter. été Non, il te met le plan de Pattinson qui se fait bouffer le foie par les mouettes. Non mais sérieusement, tu n'es pas obligé d'aller à ce point dans le symbole, quoi. Pourquoi faire? Pour aller plus loin dans le... Voilà, moi je dirais presque qu'à certains moments donnés, il est tombé dans une forme de vulgarité, dans le sens qu'il en donne tellement et qu'il laisse aucune place, aucune respiration, aucune place au spectateur de se référer à son propre imaginaire. Parce que cet imaginaire-là, je veux dire, il est pas si loin, quoi. C'est Melville, enfin je veux dire. Même les phares, il y en avait encore il y a 50 ans qui étaient gérés par des gardiens. La mythologie, enfin on peut très bien se projeter dans le film et à aucun moment il nous laisse la place de le faire. Il est trop cloisonné. Et il donne tout et jusqu'au moment, donc ok, à un certain moment on aperçoit les tentacules, on aurait pu s'arrêter là. Non, il faut grimer le personnage. Alors pour moi, c'est très bien fait, mais c'est pas. Moi, je me suis posé une question, mais je sais pas si c'est une question qui est valable, et je sais pas. Et voilà, et la question de savoir si ça marche, évidemment, c'est peut-être sans doute le point d'achoppement. C'est que moi, j'ai ressenti effectivement zéro empathie pour les personnages. Et je me demande si effectivement l'un des buts du film, c'est pas de travailler justement, d'aller à contrario complètement de ce qu'on considère comme la caractérisation classique des personnages, qui fait que même un personnage antipathique, finalement, on va expliquer ses motivations, et en expliquant ses motivations, on va provoquer l'identification du spectateur. Et là, je me demande si justement, pour moi, c'est quasiment un film expérimental. En tout cas, en termes de, mais je sais pas justement. Et en fait, voilà, et je suis un peu partagé. J'arrive pas à savoir si c'est de la fumisterie ou s'il y a vraiment quelque chose d'expérimental sur le travail sur
qu'est-ce que c'est que raconter une histoire, qu'est-ce que c'est que raconter une histoire et que c'est juste deux personnages, et on est pas loin de, tu vois, du théâtre de l'absurde, tu vois, de Ionesco, de Beckett, avec cette espèce de sentiment comme ça, que les règles qui régissent normalement la manière de constituer une fiction en fait ne fonctionnent plus en fait dans ce film. Mais alors la question est de savoir, est-ce que c'est volontaire ou est-ce qu'il s'est perdu à l'intérieur de son film? Mais moi je pense qu'il s'est perdu, parce que je pense qu'il s'est perdu dans toutes les références que tu as pu citer tout à l'heure. Enfin, ok, ça fait penser à Epstein, mais bon, je veux dire... À Lovecraft aussi. Hein. Oui, après, à Lovecraft, en fait. Mais... Et après. Et puis même à d'autres films de cinéma, enfin, je veux dire, beaucoup plus expérimentaux, où quand il ouvre la lumière, tout son visage qui tremble comme ça, qui est presque les lié, soviétiques ou les... Voilà, donc, mais je pense qu'à certains moments, il expérimente des choses et ça fonctionne, comme le début, enfin, ce plan de début où on voit les deux silhouettes flotter sur l'écran de cinéma et voir le phare qui s'approche comme ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Et par contre, il se perd dans ses références peut-être. En fait, ce que j'aimais dans The Witch, c'est que je pouvais prendre le film comme une série B. Vraiment, le vivre comme une vraie série B d'horreur et voir derrière tout le sens qu'il pouvait mettre dans son film. Ce qui m'a gêné dans The Lighthouse, c'est que c'est pas construit comme un film de genre. C'est construit comme un film d'auteur. Sauf qu'à mon sens, il a pas encore la carrure pour faire ça. Et t'as raison, il se perd complètement dans son truc. Ouais, mais il essaye. Je pense qu'on peut pas lui reprocher ça. Et c'est remarquable pour ça, parce que le film, je trouve que c'est une tentative et c'est intéressant. Et le film est super intéressant au final. Gal. Est-ce que c'est pas, du coup, comme vous disiez, fait exprès dans le sens où comme il fait une relecture du mythe de Prométhée et dans tout ce qu'il y a de reprise du tout dans le style du mythe, à chaque fois les mythes reprennent et refont exactement les mêmes choses en changeant un petit peu, mais on des histoires, on retrouve toujours les mêmes, du coup la mouette qui mange le foie, des choses comme ça. C'est en corrélation avec sa relecture du mythe du cinéma aussi, enfin d'un certain mythe d'un cinéma en noir et blanc, d'horreur et qui convoque quand même dans son film manifestement. Donc est-ce que c'est pas justement une volonté enfin je sais pas comment dire ça, mais de retravailler des mythes et des formes du cinéma, justement essayer de briser les deux quoi, en fait, en appuyant tellement fort dessus que moi je trouve qu'il justement il les convoque pas, il les réemploie en fait, et c'est ça qui fait artifice, et c'est là où finalement on comprend, c'est pas facile de se positionner. Vous peut-être. savez, dans le cinéma, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Mais ces influences sont pas digérées en fait, c'est ça. Il a du mal à digérer ces influences. Elles sont plaquées comme des motifs qui viennent comme ça se juxtaposer les uns aux autres. Et du coup, il n'y a pas comme dans le cinéma de genre qui se réapproprie. Je suis bien d'accord, cette dimension mythologique. Alors ça intègre cette mythologie au travers d'un récit, qu'on peut suivre comme ça en disant c'est un divertissement, mais au travers du divertissement, on veut dire des choses très profondes sur la nature humaine. Et là, pour le coup, je vois le film, je ne vois pas cette démarche narrative et il ne me dit rien sur la nature humaine en fait. Je n'arrive à rien en tirer quoi. Je trouve que la relation entre les deux est intéressante parce qu'il y a quand même cette espèce de... Alors après il y a peut-être un trop plein parce qu'il y a vraiment un empilement. Enfin moi il y a des moments où il y a une espèce de rapport père-fils vachement bizarre. Il y a des moments où ça devient super homo-érotique. Il y a une espèce de voilà, c'est qu'est-ce qui se passe quand on met deux mecs dans un lieu isolé quoi. Dans un phallus géant, je reprends les termes de Robert Eggers, c'est-à-dire la subtilité du mec. Non mais c'est vrai parce qu'il touche à des choses qui finalement relèvent du fluide en fait, je veux dire déjà de tout ce qui de la matière, des fluides corporels, je veux dire des fluides sperme, de la mer et des tentacules et donc c'est hyper sexuel, je veux dire, mais en même temps il touche à des choses du fluide qui relèvent plutôt de l'émanation des choses en fait, l'émanation des mythes à travers les mouettes, à travers le phare et tout cet imaginaire là. Finalement on sent qu'il se perd entre ce qu'il essaye d'en faire formellement quoi. Et finalement c'est à penser peut-être comme un objet d'étude de style psychanalytique quoi. Pour les pauvres non oui mais en même temps des fois la psychanalyse c'est très intéressant, mais c'est des gros sabots aussi la tentative est beaucoup trop belle, beaucoup trop ambitieuse. Moi je trouve qu'il propose quand même quoi pour qu'elle soit mise de côté. Après je comprends les griefs qu'on peut avoir contre ce film. C'est un peu le même exemple que Les Misérables, on en parlait donc l'émission Top Parade également, où on peut mettre bien entendu on peut émettre des points négatifs ou des pistes de réflexion qui sont un petit peu bancales, mais la force, la proposition de cinéma à terme spécial pour toi Thomas est tellement puissante et tellement belle et faut tellement... pas être vache quoi, c'est vrai que... Mais moi je pense que c'est rare en fait. Je pense qu'un cinéaste comme Robert Eggers c'est un cinéaste trop rare comme Ledgely
pour faire la fine bouche. Voilà, c'est juste un ressenti. Non, c'est pour les encourager. C'est ça. Je pense qu'il ne faut pas tirer vers le bas. Voilà, c'est tirer vers l'eau, c'est avoir. En fait, j'ai envie d'avoir un discours positif par rapport à ce film-là, parce que j'entends le film et les aspects un petit peu négatifs, mais voilà, il y a trop de choses. À mon sens, il y a trop de choses exceptionnelles pour qu'on prenne le périph' et qu'on zappe le film. Et peut-être que The Witch a créé une attente tellement grande après le nombre d'années entre les deux films qui fait que quelque part la déception était au coin du phare, de genre. C'est comme pour les groupes de rock, c'est le toujours difficile deuxième album. Non mais je suis d'accord avec toi Thibaut, mais je pense qu'à un moment donné il faut quand même noter le fait que le film est quand même un peu inégal sur certains points, et c'est là où ça pêche et c'est là où c'est frustrant en fait. Après c'est quand même mieux que 80% des choses qui sortent au cinéma. Non mais en termes de cinéma de genre, en termes de cinéma de genre, après ça se discute. Si on compare Midsommar qui lui non, c'est pas nul. Justement, Midsommar peut se suivre comme une série B. Qui est chiant, ou les productions Blumhouse qui sont un petit peu un peu formatées, quoi. Qui est un petit peu formaté, voilà. Et là, on a quelqu'un en indé qui prend son truc et puis qui y va. Et ça, cette démarche-là, elle ne peut être qu'encouragée, et elle est surtout encourageante. Ça fait plaisir. Gal, pour finir. Non, j'allais juste dire qu'en tout cas, c'est son deuxième film avec ce directeur photo-là. Donc, c'était The Witch et The Lighthouse. Donc, s'ils continuent ensemble, pas mal. Bon duo gagnant. Donc, on va devoir s'arrêter là. C'était The Lighthouse de Robert Eggers. Vous aurez compris, malgré les on va dire, certaines réserves, c'est quand même un film d'une splendeur visuelle à voir et qui, en tout cas, présage, je trouve, encore de belles choses que Robert Eggers pourra nous réserver. C'est toujours bon signe quand un film met pas les gens d'accord. Je continuerai à le suivre avec beaucoup d'attention. Non, mais je pense qu'on est plutôt d'accord, sauf le JB qui est plus. Mais sur le côté plastique, on est tous d'accord. Sur le côté narratif, ça donne envie de revoir le duo d'acteurs ensemble. Ouais, de voir parce que ça fonctionne très bien. Donc on va quitter l'Écosse, son temps pourri. C'est pas l'Écosse, c'est la côte canadienne en fait. C'est parfait. On va rester du côté du Canada, mais sur un climat, on va dire, beaucoup plus sec. Et puis plus estival en fait. Beaucoup plus estival, et on va suivre une route qui ne mène nulle part. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et c'était Waylon Jennings et Willie Nelson avec Nowhere Road. C'était hyper bien. Et de route qui ne mène nulle part, il va en être question dès à présent avec Sunday in the Country, aka Self Defense pour son titre vidéo à l'époque. Film réalisé. Enfin en français, donc tu peux dire Self Defense. Self Defense. Donc réalisé en 1974 par John Trent, réalisateur connu pour ne pas avoir fait grand chose d'autre de marquant. Le nom du personnage de l'antre de la folie. Exactement. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Et qui donc est édité dans une très belle édition par Artus Film dans leur collection Redneck, donc en DVD et en Blu-ray, accompagné d'un livret de 64 pages écrit par Maxime Lachaud, qui avait justement écrit un livre paru chez Rouge Profond, si je ne dis pas de bêtises, sur le cinéma redneck, on va dire, en tout cas sur toute cette diaspora qui met en scène des bouseux américains qui vont se battre contre des fils de pute de citadins, dont l'avatar le plus connu restera bien évidemment le Délivrance de John Boorman, mais qui donc là dans ce Sunday in the Country prend la chose un peu à rebours, on va dire, où les méchants ne seront pas forcément ceux que l'on croit. Donc c'est l'histoire d'un vieux fermier américain incarné avec beaucoup de malice par notre ami Ernest Borgnine et sa jolie salopette, et qui donc élève seul sa petite fille, donc depuis que la mère de la demoiselle est morte, et lui c'était quelqu'un d'assez puritain, assez traditionnel, et qui donc essaye d'élever sa petite fille dans des principes moraux que nous qualifierons légèrement de surannés, en tout cas pour l'époque. Voire de réactionnaires. Voire de réactionnaires, en tout cas de pas très très progressistes. Et c'est à ce moment-là que trois marlous, donc deux vieux et un jeune hippie, il y a des cheveux longs, décident de braquer une banque et de mener une odyssée sanglante sur les routes de ce petit bled à la frontière avec le Canada. Et évidemment, les trois connards vont finir dans la ferme de Ernest Borgnine, qui ne compte pas se laisser faire, qui va ressortir le tromblon et se révéler finalement plus sadique que les marlous qui sont chez lui. Évidemment, tout ça va partir en sucette à base de filles qui font n'importe quoi, de hippies qui se comportent comme un salaud et de vieux pépé à salopette qui est vraiment un gros sadique.
Un gros pervers surtout. Un gros pervers, oui. Grand film de pervers. Enfin, c'est un vicieux. C'est un bon film de perversion. Un bon film de perversion. Et donc et voilà ce qui était donc schéma assez classique à la fois du Rap and Revenge et du film de redneck pas content, mais qui là prend un peu le truc à rebours. Donc avec ce perso de jeune braqueur hippie qui se révèle totalement dégénéré et surtout donc de vieux de la campagne qui sous ses allures plutôt bougonnes mais fragiles en fait se révèle être un véritable salaud. Et justement c'est prendre un petit peu à rebours tous les schémas classiques du film de Bouzeux comme Le Sans Retour de Walter Hill ou bien Délivrance ou bien même les Pecnos qu'on voyait dans les films de Tobe Hooper ou ce genre de cinéma là pour faire une figure un peu différente en plus d'un film qui se déroule quand même principalement de jour, filmé dans un scope d'une sécheresse et où on sent vraiment toute la poisse de ce côté-là de l'Amérique dans des régions totalement désertes que je trouve assez fascinante à voir et qui en tout cas dans ce sous-genre du film de redneck est un truc assez à part finalement j'ai l'impression. Oui, le film convoque bien entendu différentes grilles. Alors c'est une superbe série B hyper efficace où Tonton Ernest fait le taf. Il est souvent cadré en plein milieu de l'image, pas trop de gros plans. Voilà, on est en plan américain, comme ça il peut faire son business. Moi j'ai une fascination pour Ernest Borgnine, absolument magnifique. Il est comme un acteur pour qui on a immédiatement une sympathie et ce qui fait que justement il peut jouer ce genre de salaud quoi. Et en fait du coup ça reprend un petit peu le classique du redneck movie comme on dit hein. C'est en gros l'opposition nature-culture, on va la faire vite, mais l'opposition nature-culture ville-campagne. Des films en fait on va dire anti-frontières, anti-transcendentalistes où en fait on est en 74 hein, quand même donc voilà on est quand même sur un cinéma qui l'année de Massacre à la tronçonneuse qui convoque en fait toute la mythologie américaine pour mieux la détruire de l'intérieur. Et ici on voit très bien ce qui est très intéressant c'est qu'en fait on est de jour, on est limite sur une journée et c'est que on est filmé en cinémascope et qu'en fait il n'y a aucun moyen de s'en sortir et ça c'est assez passionnant. C'est en ça que la frontière en fait se rebrousse et en même temps qui dit frontière dit la démocratie ici représentée par des flics totalement inutiles, ça fait plaisir à voir. Ah oui c'est vrai qu'ils sont particulièrement incompétents. Inutilité mais hyper puissante qui fait que en fait voilà c'est l'état de nature qui va reprendre ses droits. Donc voilà on est sur des thématiques extrêmement codées et codifiées dans ce cinéma de genre là, mais en effet comme tu dis la grande force du film, alors je disais que la mise en scène n'est pas plate, il faut pas dire ça, mais non, elle est plutôt efficace, pas mal en fait. Elle est efficace, mais c'est surtout ce plan final avec ce freeze sur la tête à tonton Ernest qui fait en fait toute la puissance du propos du film et que derrière cette petite série B. Ouais, parce qu'il tient son truc jusqu'au bout justement voilà. Sur le perso de Borgnine et sur le perso fait que en fait voilà il y a un effet de miroir qui est assez saisissant à faire et qui en fait nous raconte toute la saloperie humaine. Qu'est-ce qui s'est passé là? Toute la saloperie humaine en fait en espèce de double face, une espèce de jeu de double face, pile ou face d'ailleurs. Le jeu pile ou face revient dans le film. Corinne Charby, la pile ou face. Donc film hyper intéressant, gestion des décors qui est plutôt cool d'ailleurs. On se marre bien dans cette baraque avec différents recoins, une cave, une espèce de grange, un personnage Luke, tu sais pas trop ce qu'il fait là, mais en même temps il est important. Il est un peu gogol aussi. Oui, voilà, bah oui, mais ça, ils sont là quoi. Donc c'est un vrai plaisir. Artus, de toute façon, à chaque fois qu'ils éditent des films comme ça, moi je suis à chaque fois ravi parce que surtout qu'en plus ils ont comme un accompagnement éditorial que je trouve assez plaisant, notamment le livret qui revient sur tous les films de redneck et qui permet une recontextualisation, je trouve assez bienvenue pour placer ce film-là dans ce sous-genre pardon, assez spécifique. Genre qui s'appelle aussi film urbanoïaque. Urbanoïaque. Ah oui, d'accord. Pour les gens qui ont peur en fait, de ce qui est cool dans ces éditions Artus, urbains qui arrivent dans le monde rural et qui se font défoncer par les rednecks. Voilà, c'est opposition classique. Ce qui est cool dans ces éditions, en fait, c'est qu'on n'a pas de bonus. On a une présentation du film, mais on n'a pas de bonus vidéo large. Mais en fait, à la place, on a un bouquin avec une icono, avec des affiches italiennes, des affiches d'époque, des affiches VHS, des titres de films, en veux-tu, en voilà, pour parfaire notre culture redneck. Donc là, c'est absolument parfait. Et avec des pistes d'analyse qui sont très très intéressantes, notamment en fait l'auteur du Maxime Lachaud, voilà, qui fait un parallèle très intéressant entre tout un pan de ce cinéma américano-canadien, parce que c'est tourné au Canada pour un problème de taxes. Du coup, le Canada en fait exonéré de taxes les productions américaines. Tonton Ernest en star. Tonton Ernest en star pour ramener un peu du public. Et à côté de ça, il fait un parallèle très intéressant avec toute l'école documentaire canadienne et notamment le Père Perrault. Ouais.
Et ben oui, c'est bien. Et la bête lumineuse. Et ça, c'est vachement bien. Et du coup, hein. quand tu vois le film, tu lis le texte, et à la fin, t'as la bête lumineuse qui t'arrive en tête, tu fais ah ben oui. Et ça, c'est plutôt bien. C'est celui-là ou pas qui se passait dans les îles, les pêcheurs? Non, pas du tout. C'est un film qui se passe au Canada avec des gars qui vont chasser l'orignal qui boivent beaucoup. On l'avait passé au tambour il y a quelques années. C'est un film qui fatigue. Il y a finalement un mix de The Lighthouse et de Sunday in the Country, puisque c'est des rednecks qui picolent énormément. Voilà. Et ils deviennent super dangereux. Mais pour revenir rapidement sur le film, parce que vous avez, moi j'ai trouvé que le film est intéressant parce que c'est intéressant parce que c'est une espèce de film qui est à mi-chemin entre l'exploitation et la série B. Je trouvais ça assez intéressant. C'est-à-dire que moi je m'attendais à quelque chose de vachement plus exploite. Et il y a des moments, il y a des moments un peu gore où on a quelques, on insiste un peu. Il y a une jeune femme dépoitraillée au début, mais ça reste finalement assez ténu. Oui. Il y a un gore, on voit des estomacs à un moment, on voit. Voilà. Et surtout c'est soutenu. Et moi j'ai vraiment pas mal aimé ça. Le début du film, notamment, je me suis dit tiens, ça fait du bien. Un film, je veux dire, où le générique, ça doit être quoi, 5-6 plans à tout casser, avec des plans longs, avec des plans qui se jouent sur la profondeur de champ, où on voit la camionnette qui s'en va dans la profondeur de champ. Enfin, il y a une espèce d'efficacité de mise en scène qui est une mise en scène assez simple, et en même temps, je trouve qu'il fonctionne très bien. Bah oui, parce qu'on voit que qui n'est pas télévisuel pour autant, qui reste cinématographique quand même. Parce qu'on voit que le huis clos à ciel ouvert en fait fonctionne très très bien, avec ces pistes qui ne vont nulle part, et avec ces ponts brisés, oui, exactement. Et cette ferme en fait, on est dans la cour de la ferme, et à chaque fois il y a des bâtiments, il y a différents bâtiments, et on ne pourra jamais sortir ça. Ces personnages, notamment la fille, qui peut pas partir, non pas pour des questions de limite physique, mais pour des questions de relations familiales en fait. C'est-à-dire que et il y a une scène qui est terrible. On faut pas trop raconter sur le film, mais il y a une scène qui est terrible en fait, où la saloperie de Ernest Borgnine en fait monte d'un cran. C'est-à-dire qu'au départ parce que là aussi c'est un truc assez curieux, c'est que les motivations d'Ernest Borgnine sont absolument pas expliquées dans le film. C'est-à-dire il dit qu'il a ses raisons, mais il donne des explications, mais ces explications, moi je trouve, sont pas convaincantes. Et il y a quelque chose de plus profond chez lui. Alors, est-ce que ça a à voir avec la guerre, avec la Seconde Guerre mondiale? Oui, ou la colère, parce qu'il dit à un moment. Est-ce que ça a à voir avec une colère sociale? Les petits paysans n'ont plus leur place dans ce monde. Est-ce que ça a à voir avec ce monde qui va trop vite pour lui? Oui, parce qu'il y a un gros refus de la modernité. Et où il a envie de revenir en plus en bon catholique, qui s'appelle Adam Smith en plus. Donc il revient vers une espèce de comment on dit en anglais, il se la joue biblique, quoi, tu vois. Voilà, et en fait il régresse en fait finalement vers un concept biblique des rapports humains en fait, où tu peux t'improviser juge et bourreau et pratiquer la loi du talion, une loi du talion en plus qui est pas totalement justifiée à l'intérieur du film, parce que les gangsters ils n'ont pas le temps de faire grand chose avant que Ernest Borgnine leur saute dessus, quoi. Donc et je trouve qu'il y a justement là aussi il y a une absence finalement d'explication. C'est-à-dire qu'il y a une très forte psychologie du personnage. Ernest Borgnine porte complètement. Il y a des moments où il y a juste des regards où on sent une espèce de tristesse. Enfin voilà. Et il fait passer énormément de choses, mais peut-être justement de manière différente dans The Lighthouse, il y a cette capacité, je trouve, à laisser le spectateur imaginer pourquoi est-ce qu'il fait ce qu'il fait dans le film. Est-ce que c'est par pure perversité personnelle, ou est-ce qu'effectivement il y a des raisons? Et je trouve que le film est assez malin pour ne pas justifier l'action du personnage en fin de film, ce qui aurait rendu le film un peu, je trouve, rendu le film réac ou putassier, c'est-à-dire de dire ouais mais en fait parce que même s'il y a des bonnes explications pour lesquelles il le fait, il les utilise d'une manière extrêmement perverse, notamment avec sa petite fille, notamment sur le meurtre du couple au début du film. Et je trouve que c'est un film sur cette doucement pervers. Sur cette interrogation et cette perversité, on va devoir s'arrêter là. Donc c'était Sunday in the Country on pourrait dire plein de choses en fait sur ce petit film, édité par Artus Film dans une très belle édition. Rapidement, on va passer au coup de cœur Docteur. Evil Dead 2 à l'Arvor. Voilà, c'était super, carrément fleuré. Fury de la société vue par Fritz Lang, super. Maîtresse Carla. Moi, c'est la scène d'introduction de The Lighthouse et un film qui s'appelle donc en italien Il Postino, le facteur de je l'ai marqué, Massimo Trosi, qui a été repris ensuite par Michael Radford, avec donc Massimo Trosi, Maria Grazia Cucinotta et Philippe Noiret, qui se passe en Sicile. J'ai retrouvé la VHS, magnifique. Moi, ce sera Requiem pour un massacre de Hélène Klimov, un film de 85, qui est peut-être, je pense, le meilleur film de guerre jamais réalisé. C'est absolument incroyable. Gal. Alors moi ce sera Evil Dead 2 et Séjour dans les monts Fushun de
coup, Xiaogang. Dont nous parlerons vraisemblablement Ça la marche semaine super bien. prochaine. Et moi rapidement, donc je suis en plein dedans, c'est la série Justified avec Timothy Olyphant. Ça existe encore ? Mortel. Non, c'est fini depuis 4 ans, hein, mais c'est bien comme série. C'est génial, c'est super. Série. Des rednecks et des chapeaux, c'est trop bien. Et des flingues. Et des flingues. Et de l'alcool de contrebande. Donc, merci messieurs, merci mademoiselle, merci à Égal pour Technique. On se retrouve la semaine prochaine. Merci JB d'être passé. Prochaine édition. À ciao, bonsoir. Salut. Salut. Au revoir. Salut.